Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un nouvel épisode de Let Me Talk, le deuxième sur YouTube, en podcast le 24e. Donc évidemment, n'oubliez pas que vous pouvez aller checker en podcast ou venir sur YouTube pour voir nos très beaux visages. Premièrement, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'était pour vous remercier pour YouTube et pour les retours qu'on a eu. Il y a quand même eu pas mal de retours. Voilà, il y a eu plus de 50 abonnés en plus par rapport à la semaine passée. Il y a eu presque, on approche là les 1000 vues, donc un grand merci. Et aujourd'hui, équipe de 4, 3 nouveaux, on va dire. Enfin, pour ceux qui sont en podcast, non. On va présenter d'abord évidemment Arsène, qu'on avait déjà eu il y a l'époque. C'était pour parler du faux départ de Xavi qui est devenu vrai. Ouais, Arsène, comment ça va? ça va et toi, Patrick? Comment tu vas Moi, ça va. toi-même? Moi, je vais très très bien. En vrai, victoire de Charles Leclerc pendant le week-end. Pas plus, hein. Franchement, même moi, je suis très content. J'aurais préféré voir Norris troisième, mais bon, c'est comme Ah, ça, on peut pareil, pas être à 100%. pareil. Non, non, sinon toi, t'as passé une belle trêve, hein. Toi, j'ai vu un peu sur Twitter, 2 Ah heures du ouais, matin, si on se branchait sur DAZN. bah ouais, comme pour le moment en tout cas, je m'occupe un petit peu des matchs sud-américains dans les phases de qualification à la Coupe du Monde. Donc, pour ceux qui veulent m'écouter et suivre les matchs sud-américains, voir un petit peu les petites pépites qu'il y a dans ce continent, n'hésitez pas à vous brancher sur DAZN France. Lorsqu'il y a les matchs de qualification, je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous commenter tout ça, hein. Franchement, si j'étais chômeur, je l'aurais fait. Mais moi, je peux Mais pas. il y a des replays, il y a des replays. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, Kako, toi, comment ça va? Écoute, moi, mon week-end sportif était un peu moins sympa que le vôtre, hein. Quand ta course, elle s'arrête au cinquième tour dans le bac à gravier, c'est pas très sympa. À l'aise. C'est bon, toi, t'as déjà. C'est bon, toi, t'as déjà vécu. Faut laisser maintenant. Ouais, on a vécu, mais il reste encore une dernière étape, hein, le Ah, l'année huitième. prochaine. L'année prochaine, avec une vraie Ah, voiture, une l'année vraie prochaine. écurie. On verra. Et Ouais, salut. Et salut à notre dernier chroniqueur du jour, Carter, comment ça va? Bah écoute, au top du top, hein. Et toi, Patrick? Moi, ça va toujours comme il y a 2 minutes avec Carter, je vais bien. Enfin, avec Arsène, Ouais, pardon. ouais, Ça va bien. Toi, t'en fous de la Formule 1, toi. ouais, moi, Formule 1, je suis pas branché, mais bon, je sais pas, c'est un bon samedi après-midi avec la victoire de Manchester United. C'est pas courant en ce moment, donc on prend quand on prend. Ouais, c'est bien, c'est Voilà. quoi ça? C'est 11e place maintenant? C'est mieux que la 12e. Ah ouais, non, On en est là Ça maintenant. avance un petit trop, ça avance, ça avance. Ouais. non, non, c'est vraiment, vraiment chouette club, hein. On en parlera un jour, mais chouette club, chouette saison. Voilà. Ouais. On en parlera un On s- jour. Petite question avant de rentrer. Est-ce qu'il y en a ici qui ont regardé la semaine passée les AC en roue libre là? Franchement, on était gâtés. Est-ce que je suis le seul ou Non, moi, j'en ai regardé un des deux seulement, pour le moment. lequel? C'est un peu long, celui de Yacine Adli. Il est incroyable. Ah, Incroyable. c'est vraiment sympa, hein. Il est incroyable. Ouais, moi, j'ai pas encore regardé, Ah, personnellement. faut vous brancher. Celui avec Yacine Adli, j'aurais jamais imaginé que le mec était aussi intéressant, hein. Mais ça se voyait déjà, hein, même plus jeune, tu sais, quand il signe à Bordeaux, il arrive à Bordeaux et le club, il est en crise, tu sais. Il y a des Ouais. vidéos un peu d'insider, tu vois que le Boug, il avait 19 ans à l'époque, c'était un peu leader du vestiaire, très intelligent quand il s'exprimait. Donc moi, je suis pas tellement surpris, hein. Et c'était super, franchement. Zach Nani, franchement, faut lui tirer, je lui tire mon chapeau parce que ce qu'il a fait. Après, moi, j'ai eu juste une remarque. C'est Mhm. un extrait que j'ai vu sur Twitter. Il dit que Neymar est plus fort que Ronaldinho. C'est ça, je crois, hein. Ouais, Non, que ouais. Vinicius, il dit Vinicius, non? Non, non, Ronaldinho, je pense. Non, Allez! ouais. Et bon, Yacine Adli, peut-être qu'il n'est pas assez âgé pour avoir vu ce que Ronaldinho était vraiment en capacité de faire. Faut pas insulter Ronaldinho. Faut pas insulter Ronaldinho. Ronaldinho, j'aime beaucoup Neymar, hein. Et Neymar, vraiment, c'est un joueur que, même s'il m'a déchiré le cœur en quittant le Barça en 2017, c'est un joueur que je kiffe de fou. Mais de là à dire qu'il est meilleur que Ronaldinho, voilà. Ah, Ah, moi, je le suis, hein. Je suis Yacine Adli. Je Ouais, le mets personnellement, moi, demain. je suis dans le train Yacine Adli aussi, personnellement, moi, je le suis aussi. Oh là 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 là. Neymar, c'est Neymar. Ouais, Faut ce qu'on commencer a à vu, c'est respecter le trop. garçon. Mais Ouais, Neymar lui-même, il était biberonné à ce que Ronaldinho faisait. Il s'est inspiré de lui. il a fait mieux. Oui, Ronaldinho, Il il a a fait fait mieux. mieux. Ronaldinho, il a remporté une Coupe du Monde en 2002.
Il a ramené le Brésil, il a ramené le Brésil en finale et il a aidé le Brésil à remporter la Coupe du Monde. C'était même pas la troisième option offensive. Le leader technique, c'était Rivaldo en 2002. Tu n'as peut-être pas bien regardé la Coupe du Monde, alors, mon frère. Je suis désolé. Il y a des choses, malheureusement, ce sont des sacrilèges de dire que Neymar est meilleur que Ronaldinho. C'est pas possible. C'est pas possible. Après, c'est pas le débat. C'est une discussion, comme tu parlais avec tes darons, ils te disent ouais, Cruyff, c'est le meilleur attaquant de l'histoire. Mais nous, au moins, dans notre catégorie de tranche d'âge, j'imagine qu'on a plus ou moins tous la même catégorie d'âge. On a vu Ronaldinho et Neymar jouer. Oui. On a vu les deux joueurs. Et surtout, Ronaldinho, lui, dans sa carrière, en tout cas, en tant que joueur, il a tout accompli. Il a gagné le Ballon d'Or, il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné la Champions League. Neymar, si on le met même en comparaison face à tout ça, il a gagné que la Champions League. Et en 2006, il a gagné le Ballon d'Or aussi. Pardon ? En 2006, il a gagné le Ballon d'Or aussi. Qui ? Je vois ce que tu veux dire. Je peux te dire aussi, si Haaland, il faisait pas plus de 1m90, il était le meilleur dribbleur du monde. Ça veut rien dire ce que tu dis là. Ça veut dire, non, ce que je veux dire, c'est que la concurrence à l'époque était moins rude. Neymar, dans une époque où c'était trop. La concurrence était moins rude à l'époque. Mais Neymar, arrête ça. La concurrence en 2006, sérieusement, elle est moins rude que ce que Neymar a connu. C'est indéniable. Mais oui, bon, après, il est tombé dans l'ère des deux extraterrestres. Là, je suis d'accord. Mais à l'époque, la différence qu'il y avait, c'est que la majorité des joueurs, dans chaque équipe, il y avait au moins un titan. Il y avait à chaque fois un titan. Et donc, du coup, la concurrence était beaucoup plus dure en termes de continuité. Voilà, en termes de continuité, parce que les joueurs, que tu sois au Milan AC, que tu sois au Real Madrid, que tu sois à Barcelone, que tu sois à Manchester United, que tu sois même, allez, on va dire Liverpool aussi, les joueurs se tiraient tous l'un l'autre vers les sommets, et c'était à chaque fois un joueur différent qui remportait le Ballon d'Or. Je n'ai même pas parlé des équipes italiennes. Tu vois, pour moi, à l'époque, il y avait beaucoup trop de joueurs. C'est vrai que avec la concurrence qu'il a eue entre Messi et Cristiano Ronaldo, ça a vraiment changé absolument tout. Mais de là à dire que le niveau n'était pas aussi fort, voire plus fort qu'à l'époque, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça s'entend. Bon, c'est pas le débat. Mais aujourd'hui, on fera peut-être... Il y aura peut-être quand il y aura rien à dire, on fera un débat Neymar Ronaldinho aujourd'hui. Parce que je vois que vous avez des choses à dire, je ne m'attendais pas que je parle de Zach Enroulis à part sur ça. Mais c'est bien, au moins ça dynamise le tout. Ouais, non, ça c'est sûr. Arsène, sur ce que tu as dit, j'avais vu Maldini, il en a parlé récemment, il y a quelques jours en interview, et il allait justement dans ton sens en disant que, surtout en parlant du niveau technique des joueurs, lui il a évolué sur 25 ans de carrière, il était plus sur une optique de dire que les joueurs à l'ancienne, ils étaient beaucoup plus techniques et qu'aujourd'hui, on est plus sur des joueurs où voilà, on voit des joueurs qui percent plus par leur qualité physique qu'autre chose. Non, je suis d'accord avec toi. Hein. Franchement, bon, à l'époque, il suffit juste, par exemple, de voir l'époque du Grand Milan AC, la formation qu'ils jouaient. Je pense qu'ils jouaient sans ailier. C'était que des joueurs qui, au milieu de terrain, par exemple, voilà, 4 de losange, hein, c'est ça, je crois. Ouais. Ambrosini, Seedorf, Pirlo et devant Inzaghi et Cheva. Donc, tu vois, c'était que des joueurs comme ça et regardez comment ils étaient forts. Donc, je ne vais pas en rajouter plus, mais Wahid Acharchour, il avait fait une story de la finale 2005 et techniquement, on nous a menti. Hein. Non, c'était pas la finale. C'était Portugal-Angleterre. Non, il a fait aussi de Milan-Liverpool. Je suis sûr qu'il a fait Milan-Liverpool. Et moi, j'ai vu des Gattuso. Les relances de John Terry. On nous a menti. En plus, c'est vrai, voilà. J'ai oublié Gattuso, j'ai parlé, mais dans le milieu là, bon, ça tournait entre Gattuso et Ambrosini. Après l'émission, je vais retrouver, parce qu'il y a des gens qui ont enregistré la story, et waouh! Et voilà. Donc, on va passer au sommaire de l'émission. On va donc revenir sur la victoire de Liverpool face à Chelsea dans le choc du week-end de Premier League. Ensuite, on se posera la question, est-ce que Liverpool est un candidat au titre avec son début de saison après les nombreux changements, changement majeur qu'il y a eu au club, et enfin on terminera avec les arrêts de jeu, donc là où chaque chroniqueur reviendra sur un sujet, un match qu'il avait envie d'aborder, dont on n'aurait pas parlé pendant l'émission.
Et donc, on va passer tout de suite au premier thème du jour. Donc, Liverpool-Chelsea, donc dimanche après-midi, en fin d'après-midi. Au niveau des compos, on a eu des surprises des deux côtés. Du côté de Liverpool, les Sud-Américains tous sur le banc. McAllister et Diaz qui avaient joué justement pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Hein. C'est ça, c'est bien ça, Arsène. Donc, Arne Slot, voilà, il n'a pas eu peur, il les a mis au repos. Du côté de Chelsea, Romeo Lavia et Reece James, titulaires d'entrée, alors qu'ils revenaient tous les deux de blessures. Au niveau du match, un match assez disputé. Salah buteur sur penalty après une erreur de Colwill qui en plus venait d'en enchaîner, enfin il en a enchaîné 2 consécutives. La première, pas de penalty, la deuxième, là on ne pouvait pas laisser passer ça. Ensuite, Chelsea égalise rapidement au retour des vestiaires grâce à Nicolas Jackson. Mais ça aura duré que très peu de temps grâce à une passe géniale de Mo Salah, conclue par Curtis Jones. Première question, est-ce que vous avez passé un bon moment devant ce match de fin d'après-midi? Moi, personnellement, si je peux prendre la parole, c'était un match, c'était un match assez ouvert, dans le sens où je trouve que Liverpool est toujours sous sa continuité. Arne Slot, sincèrement, moi, il me hype bien. J'ai pas encore envie de dire qu'il m'impressionne, mais ce qu'il est en train de montrer avec Liverpool, ça se voit que c'est un nouveau souffle qui est en train d'être insufflé à cette équipe, qui était peut-être en baisse de régime, et notamment sous Klopp. Hein. J'imagine que quand un entraîneur comme Klopp te demande à chaque fois autant d'efforts pendant autant d'années et rester à ce niveau-là, ça use. Et on voit que le changement d'entraîneur, en tout cas, il s'est fait de la plus belle des manières, et Slot reprend bien le flambeau en y ajoutant un petit peu sa sauce. Mais moi, je trouve que c'est juste une machine qui avait déjà été bien huilée sous l'égide de Klopp, mais que maintenant que Slot est revenu, est arrivé à Liverpool, il a encore, c'était un petit peu enrayé, mais il a encore mis une couche, et c'est sur une continuité. Surtout que Chelsea, moi, cette saison, je les trouve vraiment très bons, avec des bons préceptes de jeu que Enzo Maresca met en place. Donc, c'était un grand rendez-vous. Ils ont répondu aux attentes, et avec un grand Salah. J'ai bien aimé son match, notamment la passe là, franchement, faut la voir. Hein, et le bel appel de Curtis aussi. Donc, j'ai pas envie de dire victoire logique, mais c'était un bon match, et victoire de Liverpool. Hein, et Liverpool, pas plus impressionnant que ça, mais ils ont su faire mal quand il le fallait. Ouais, non, moi je suis d'accord avec toi. Au début, ils ont eu du mal un peu à rentrer dans le match, les deux équipes. Il y a eu beaucoup d'erreurs techniques au début, mais après, ça s'est ouvert et on a vu du beau jeu, on a eu une belle partie. Moi, en fait, je ne m'attendais pas à ce que Arne Slot, ça fonctionne aussi bien dès le début avec Liverpool. Et voilà, ça fonctionne très bien. Il a su redonner confiance à des joueurs un peu en perdition. Si on prend Gravenberch et qu'on regarde ces 2 dernières saisons, on se disait, est-ce que c'est vraiment le crack qu'on nous avait vendu? Voilà, une saison qui ne s'est pas très bien passée au Bayern, puis sa première saison à Liverpool, qui c'est pas trop ça. Et puis, force est de constater que voilà, il est arrivé, nouveau souffle. Il y a des joueurs qui, voilà, on a l'impression qu'ils reprennent plaisir à jouer. Et voilà, c'était peut-être le match piège là d'affronter ce Chelsea qui arrive avec une bonne dynamique. Voilà, ils commencent à se construire, etc. Et ils ont su répondre présent. Et c'est de bon augure pour la suite. Ouais, pour embrayer ce que vous avez dit, je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que c'était un match. C'est vrai que ça change un peu de l'intensité des matchs de Liverpool qu'on a l'habitude de voir ces dernières saisons. Mais quand même, on sent un Liverpool avec beaucoup de maîtrise. Moi, sur l'échantillon, j'ai pu voir des matchs de Slot. On commence un petit peu à sentir sa patte. Ça a pris quelques matchs, mais on commence à pas sentir sa patte. Et surtout, on voit, comme vous l'avez dit, des joueurs majeurs qui reprennent confiance. Moi, je pense surtout à Mo Salah. On sait qu'année passée, après le mois de janvier, surtout après la CAN, il revient blessé, il y a une petite baisse de niveau, c'est plus le même joueur. Là, force est de constater que depuis le début de saison, il retrouve son meilleur niveau. L'équipe tourne bien. Moi, je pensais vraiment qu'après le passage de Klopp, il y aurait une transition qui se ferait ressentir du côté de Liverpool.
Je ne sais pas s'ils sont candidats au titre pour avancer sur la question qu'on posera après, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'équipe elle est restée solide. Donc, ouais. Ouais, moi, pour revenir sur la plupart des choses, vous les avez dites. Chelsea est une bonne équipe du début de saison. Et voilà que Liverpool, avec ce changement de coach, quand même, moi, ça m'étonnait quand même. Tu te passes de McAllister et de Luis Diaz, qui est peut-être ton meilleur joueur sur le début de la saison, et qu'au final, tu es compétitif. Tu arrives à réagir aussi directement quand Chelsea égalise. Tu peux te dire, ça peut faire mal, que direct, hop, sur un coup de génie, tu marques. Moi, je trouve que ça montre beaucoup, beaucoup de choses. Mais je me pose la question plutôt comme Arsène, même si j'ai trouvé le Liverpool bon, j'ai pas été impressionné dans le sens où je pouvais l'être parfois sous Jürgen Klopp. Après, c'est normal, hein, il vient de commencer, mais j'ai pas été, je me dis pas, waouh. Genre là, par exemple, je me dis pas à Liverpool, je m'avance un peu, mais c'est pas le favori numéro 1 au titre, c'est pas même dans mon top 3 favoris pour Ligue des Champions. Je me dis pas ça après le match, mais je me dis c'est une équipe solide, c'est une équipe qui va être dure à sortir en Ligue des Champions, et c'est une équipe qui, pour moi en tout cas, jouera plus l'arbitre possiblement pour le titre que un véritable contender. Deuxième question pour vous, peut-être. Pour vous, ça a été quoi la clé du match qui fait que, au final, c'est Liverpool qui est sorti vainqueur, qui, je vais pas dire sans trembler, mais il marque le deuxième but assez tôt. Et au final, Chelsea n'a jamais pu revenir dans le match. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est une raison du côté de Chelsea? Est-ce que c'est quelque chose que Liverpool a fait? Pour moi, la raison, elle est plutôt simple. J'emploierais le mot fragilité du côté de Chelsea. Inexpérience surtout. On sent que dans des matchs comme ça, dans les gros matchs, les matchs du top 6, du Big 6, comme on dit en Angleterre, où ça demande beaucoup de solidité. Il y a beaucoup de joueurs que j'ai trouvé fragiles, en commençant par le gardien, Sanchez, en passant par la défense centrale, Colville, Adabario, bon, vous avez compris. Courage. Tosin. Tosin, on va l'appeler Tosin, ouais. J'ai senti quand même beaucoup de fragilité. Et du côté de Liverpool, tu as une équipe qui se connaît quand même s'il y a eu beaucoup de changements ces dernières années, c'est une équipe qui se connaît avec des joueurs qui ont l'habitude de ces gros matchs-là. Et je pense que ce qui a joué dans ce match-là, c'est tout simplement l'expérience ou l'inexpérience, ça dépend dans quel sens on le prend. Et ça s'est vu sur tout le match en fait. Ouais, je suis d'accord avec ça. Justement, par rapport à toi, Kako, tu relèves les mêmes manques du côté de Chelsea, cette défense, enfin, on va dire allez, je sais pas si on peut parler de trio défensif avec les deux centraux et le gardien, je sais pas comment il est titulaire d'ailleurs, alors qu'ils ont quand même 47 gardiens. Ouais, moi j'ai trouvé ça fébrile, mais pour répondre à ta première question, moi je pense que surtout le tournant ce qui a beaucoup joué dans le match, c'est l'arbitrage. J'ai trouvé que l'arbitrage n'était pas à la hauteur. La faute de Tosin, pour moi, ça c'est une rouge. Sur Sancho, il y avait un penalty. La première faute de Colwill, c'est aussi discutable. Bon, tu vois, il y a beaucoup de choses, beaucoup de faits qui, tu vois, pris individuellement, ça aurait pu changer le match du tout au tout, tu vois. Mais c'est vrai que Carter il a raison sur la fébrilité défensive de Chelsea. Et nous, on en parlait en off hier, et je trouve que ça manque d'un leader. Et comme quelqu'un l'avait justement bien dit, on se demande si Thiago Silva c'est pas le meilleur défenseur de Chelsea, tu vois, s'il était encore là. Ouais, en plus, on parle de défense. La défense de Chelsea, elle était un petit peu, je sais pas comment expliquer ça, mais oui, il y avait un manque d'expérience. Et en plus, Reece James qui revenait à peine de blessure, et le premier match qu'il joue, c'est contre Liverpool à Anfield. Donc, c'est pas non plus le cadeau qu'il fait à son joueur Enzo Maresca. Bon, après, j'imagine qu'il avait un plan en tête, parce que Malo Gusto, il était un petit peu hybride. Il n'était pas vraiment latéral dans son côté là. Il permutait beaucoup. Et je pense que peut-être que ça a également joué. Et le Colwill, j'ai trouvé qu'il était il était un petit peu trop excité. On le voyait se chamailler de temps en temps avec Salah, des erreurs de concentration, des passes manquées, et des erreurs même de positionnement. Donc, dans un match à enjeu comme ça, face à Diogo Jota, Mohamed Salah, ou même les infiltrations, parce que c'est justement comme ça que le deuxième but est arrivé, les infiltrations de la deuxième ligne de Curtis Jones, ça a complètement
désorganiser le plan défensif de Chelsea. Et ça leur a fait beaucoup de mal. Et je pense que c'est peut-être un manque d'expérience comme tu l'as dit, Kako, qui fait qu'ils ont eu du mal à ce niveau-là. Et Liverpool n'a pas forcément été extraordinaire, mais ils ont profité de cette faille-là. Moi aussi. Non, vas-y, Patrick. Moi aussi, ce que j'ai trouvé bizarre, moi, c'est justement par rapport à Reece James et Lavia qui, logiquement, ont dû sortir tôt. Là, à un moment, tu as 3 changements juste après le début, juste après le but de Liverpool, où il fait 3 changements, où il fait c'est Badiachil, Veiga et Enzo qui montent. Comme ça, d'un coup, je me dis, c'est un peu bizarre. Pourquoi tu les fais pas direct à la mi-temps? En plus, ça veut dire que tu chamboules un peu toute ton équipe. Elle vient déjà d'encaisser. Tu chamboules ton équipe. En plus, voilà, les rentrants, leur match, voilà quoi. Ça, je trouve ça bizarre pour un coach de faire ces changements-là. Et j'ai trouvé aussi que Malo Gusto, il n'était pas très à l'aise côté gauche. Et je trouve qu'il n'était pas exploité à 100%, qu'il ne mettait pas toutes ses qualités à profit. C'était une bonne idée de le mettre dans ce rôle d'hybride, mais le fait qu'il soit sur son mauvais pied, on l'a vu à plusieurs reprises, les centres ne sont pas ajustés, il a peur d'utiliser son pied gauche, et voilà, tout ça mis bout à bout, tu gâches peut-être quelques occasions. Mais pour revenir à ce que tu dis, Kako, Malo Gusto, si je vais rebondir vite fait, faut savoir aussi que depuis le début de la saison, il n'est pas top. C'est vrai que l'année passée, quand Régime s'est blessé, il a bien pris le relais. Et ici, depuis le début de la saison, force est de constater qu'il a joué titulaire au vu des manques à ce poste-là. Et il n'a pas été à son meilleur niveau pour pas être négatif à son sujet, tu vois. Donc moi, la prestation qu'il a fait dimanche après-midi, en plus du mauvais côté, moi, ça m'a pas vraiment surpris. D'ailleurs, quand je vois le 11 de départ, je le vois à gauche, je me dis, bon, déjà, depuis le début de la saison, à droite, sur son poste naturel, il n'est pas top. Alors là, à gauche, j'étais un peu anxieux et pour se constater que il n'a pas été bon, tu vois. C'est pas le seul, mais il n'a pas été bon et c'était flagrant. Ouais. Non, ouais, c'est vrai. Et surtout que quand tu joues côté de ton mauvais pied, sur le côté de ton mauvais pied, en tant que défenseur, tu n'as pas forcément les mêmes réflexes que tu as quand tu es sur ton bon pied. Donc du coup, en plus, face à un joueur comme ça là, on a qu'à juste se rappeler de l'action du deuxième but, la manière dont il se décale pour rentrer vers l'intérieur, il voit l'appel de Curtis Jones, il distribue le ballon et on sent que Malo Gusto sur cette phase défensive, je ne sais plus si c'était lui qui était sur ça là à ce moment-là aussi, c'est vrai ça. Mais je pense que c'était lui. Ouais, on sent qu'il perd un petit peu ses repères et Mohamed Salah, il en profite et il décolle cette passe et ça fait la différence, quoi. Ouais. C'est un peu les travers de l'école Guardiola. Toujours faire du surgénie, on a l'impression. Ouais. Et sinon, à part ça, est-ce qu'il y a des individualités sur le match, que ce soit du côté de Chelsea ou de Liverpool, que vous avez envie de mettre en avant? Moi, d'une certaine manière, j'attendais un match de Cole Palmer parce que j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il a des qualités hors normes et qu'il a tout pour être l'un des top joueurs de Première Ligue. Mais c'est pour parler que il a manqué son rendez-vous en fait. Là, en tout cas, face à Liverpool, il n'a pas été aussi percutant et mordant qu'il a l'habitude d'être. Et bon, je suis un petit peu déçu, mais c'est pas non plus le drame absolu. Et parce que j'en vois beaucoup qui commencent un petit peu à troller et dire, à faire des conclusions hâtives un petit peu à son sujet. Mais voilà, je pense que c'est un match manqué de sa part et que c'est peut-être même une faille collective de Chelsea. Donc, j'imagine qu'il rebondira parce que voilà, c'est un joueur qui a une énorme qualité. Et, voilà. Et je voulais souligner un joueur qui n'a pas forcément beaucoup l'habitude de jouer, mais qui a fait un très bon match. Pour moi, c'est Curtis Jones. Ouais, voilà. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, il a marqué des points et à contrario, Szoboszlai, il en a perdu. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais son problème, c'est que il est un peu trop irrégulier. Et voilà, avec la performance de Curtis Jones dans un gros match comme ça, et lui, il était plutôt, on l'a quasi pas vu du match. Il n'était pas dans les bons tempos, il faisait pas les bons choix. Il a peut-être perdu des points là. Et voilà. Carrément, tu m'as rappelé qui jouait. Franchement, je pense que t'en parlais pas. J'ai aucun souvenir de lui sur le match. Ah non, oui, j'ai essayé de faire attention, mais à chaque fois, je trouvais qu'il faisait pas les bons choix. Il était pas au bon endroit au bon moment. Voilà, c'est dommage.
J'ai l'impression que même l'année passée, ça lui arrivait. Il y a des matchs, des gros matchs comme ça où parfois, quand il n'est pas dans le match, il n'y est pas, Ah, mais Dominique. la saison dernière, en fait, il avait commencé fort et après, C'est voilà, ça. c'est tout doucement, Ouais, voilà, ça on a a été. tiré, s'est effondré. Mais bon. Ouais. Toi, Sinon, Carter, pardon. T'as encore. enfin, non, moi, juste l'individualité que je voulais soulever, c'était Robertson. En fait, parce que en amont, avant le match, moi, je me disais, Robertson, j'avais un peu l'impression que c'est pas le Robertson qu'on a connu il y a quelques années. Et puis, j'étais dans la voiture et j'écoutais le 2 contre 1 de Knockhart. Ouais. Et il a dit, c'est qui le joueur qui t'a fait plus galérer? Il a dit, ouais, Robertson, c'est abusé. Et j'ai un peu plus regardé son match et Madueke, qu'est-ce qu'il a souffert? Qu'est-ce qu'il a souffert? Non, c'est Robertson, il est toujours là et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Ouais, ben moi, écoute, je vais passer du côté bleu. Il y a un joueur dont je voulais parler, mais je sais que Patrick meurt d'envie d'en parler, donc je vais lui laisser. Je vais lui laisser. Je partirai sur le numéro 9. Moi, c'est Nicolas Jackson, enfin le numéro 15. C'est un joueur qui a souvent été critiqué, à tort ou à raison. Euh, mais moi, c'est un joueur dont je veux souligner un peu l'apport du côté de Chelsea. Euh, il ne fait pas le meilleur match de sa saison. Mais encore une fois, on voit que les plus grands dangers qui viennent du côté des Blues, il est toujours l'initiateur, que ce soit à travers ses appels, à travers ses courses, à travers son volume de jeu. Euh, allez, c'est un garçon qui est souvent critiqué parce qu'il rate beaucoup d'occasions, mais elle est un peu à l'image sans pas de comparaison hein, évidemment, d'un joueur qu'on a connu il y a quelques années, Cavani, qui se donnait beaucoup, qui se dépensait beaucoup à travers ses courses, ses appels de balles, ses efforts défensifs, qui vendaient aussi beaucoup devant le but à cause de sa dépense d'énergie phénoménale. Mais il me rappelle un peu ce joueur. L'année passée, quand même, je me rappelle qu'il met 15 buts en comptant qu'il rate énormément d'occasions. Je dois revenir, Patrick, évidemment, il y a le triplé contre Tottenham qui était un peu voilà. Mais voilà, c'est un garçon qui a encore marqué un but dans un gros match aussi ce week-end, sans faire un match fabuleux. Moi, je voulais juste le souligner que c'est un garçon qu'il faut, je veux dire, pas encourager, mais il ne faut pas enterrer trop vite. Non, c'est vrai, t'as fait raison. Moi, je n'étais pas le plus grand fan, franchement, parce que parfois il était chiant en plus. Bon, ce qu'il a fait cet été, là, avec Enzo, voilà, on soufflait, mais franchement, non. Là, au moins, moi, peut-être le joueur qui me fait le plus penser à lui, il était de l'autre côté. Il a fait une bonne rentrée pour une fois, bon, une rentrée de numéro 6 où il a taclé partout. Mais Darwin, dans le sens, c'est un joueur qui se dépense, qui fait des courses, qui est maladroit aussi devant le but. Les deux me font beaucoup penser, mais j'ai l'impression que Jackson, quand même, il arrive à être plus décisif en tout cas. Au niveau en tout cas fiche de stats, je suis pas sûr que Darwin a déjà fait une saison à 15 buts depuis qu'il est à Liverpool. Pourtant, il était censé avoir plus de munitions vu que c'est une équipe qui a été meilleure. Moi, bon, il n'y a pas de surprise, je me disais que quelqu'un allait le prendre quand même. On est, voilà, émission quand même, on est des Belges. Quelqu'un allait parler de Roméo, enfin, le match de Roméo Lavia. Enfin, le garçon, ça fait quand même 2 fois qu'il nous fait le coup après Manchester City. Enfin, il joue que les gros matchs apparemment. Lui, si c'est pas un gros match, non, moi je suis blessé. Il vient, on dirait il est dans son jardin. Vas-y, tu me donnes le ballon, je vais faire des remontées sous pression, aucun souci, qualité technique supérieure. En fait, tu regardes le match de Chelsea, les 35 premières minutes, tu vois que Lavia et tu te dis, tu comprends pourquoi il a mis Enzo sur le banc. Et quand tu vois la rentrée d'Enzo Fernandez, tu comprends d'autant plus. Enfin, c'est un joueur, ça me fait de la peine qu'il ait ses problèmes de fragilité. Mais l'espoir que j'ai, c'est comme pour Duranville, c'est que Doku, il avait un petit peu le même souci qu'eux, de tout le temps se blesser, qu'il y a eu un déclic qui fait que maintenant, le garçon se baisse plus, que lui aussi, il puisse avoir cette chance que son corps laisse tranquille. Parce que je pense, c'est un 2005. Et même si c'est un 2005, en fait, sur le terrain, tu vois pas que c'est un 2005. Enfin, il a une facilité. Honnêtement, en tant que numéro 6, bon, je vais même pas parler de sa catégorie d'âge parce que là, il y en a pas, mais honnêtement, je vois pas beaucoup de numéro 6 qui ont plus de qualité que lui. Évidemment, t'as un Espagnol de Manchester City qui est au-dessus de tout le monde, mais là, je me dis, voilà quoi, juste laisser lui jouer au football et juste nous régaler. Et en plus, il y a une place à prendre en équipe nationale, vraiment qu'il attend depuis 1 an, 2 ans. Et voilà, juste, voilà, Romeo Lavia, juste joue au football et laisse-nous kiffer. Ouais, vraiment, et qu'il soit en pleine santé, hein. Franchement, c'est un joueur formidable à voir.
J'espère en tout cas que le staff médical de Chelsea va pouvoir vraiment essayer de changer la dynamique et changer la donne par rapport à ce joueur parce que en fait, c'est le genre de joueur qu'on aime voir, hein. Une facilité balle au pied, présent quasiment dans tous les recoins du terrain, fait mal dès qu'il peut en faisant des passes tranchantes. Donc, on demande qu'à le voir. On demande qu'à le voir et j'espère enfin qu'on tient le bon train avec lui et que ça sera vraiment la différence. Enfin, le moment là maintenant, ça sera différent des autres qu'on a connus avec Romeo Lavia. Et le point positif, c'est qu'on a l'impression que Maresca lui fait absolument confiance. C'est ce que j'allais Parce dire. que Ouais. dès le début de la saison, directement, tu vois qu'il est titulaire. Malheureusement, il se blesse, il revient, il lui refait confiance directement. Donc, c'est un point positif d'avoir un coach qui. Après, je pense qu'il a connu aussi. C'est ce que j'allais dire. Il n'a pas connu à City. Je pense que c'était Je le coach pense que des ouais. 21 où il était en U21. Ouais, Cole Palmer, ouais, aussi. ouais. Donc, Ouais. donc, c'est des joueurs qu'il connaît. Bon, là, on parle de Lavia, mais c'est un joueur qu'il connaît. Et il lui fait absolument confiance. Donc, c'est un point positif pour notre petit Belge. Ouais, en tout cas, on espère le week-end prochain qu'on le verra. Plus pour le protéger, comme d'autres joueurs comme Palmer, comme Fofana, parce que Fofana aussi, qui était par exemple un joueur à blessure, maintenant ça a l'air d'aller mieux, qui était suspendu d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu certains défenseurs qu'on espère plus trop revoir, mais qu'ils ont été exclus de la liste de Conference League pour justement que physiquement ils puissent prendre le temps et jouer un match par semaine et pas exagérer. Donc maintenant, on va passer à la suite, au deuxième thème. On a déjà en partie répondu, parlé chacun. C'est est-ce que Liverpool est un candidat au titre pour la Première Ligue ? Donc on a eu un grand changement cet été avec le départ de Jürgen Klopp en fin de saison, qui était remplacé par Arne Slot. De base, première question, quand on a appris ce changement avec l'arrivée du Néerlandais en provenance de Feyenoord, c'était quoi votre avis sur ce changement ? Est-ce que vous étiez plutôt surpris parce que c'est un coach qui était... on n'en parlait pas forcément, on savait qu'il faisait des bonnes choses. Est-ce que vous étiez un peu hypé ? C'était quoi un petit peu vos avis sur ça ? Franchement, j'avais pas forcément d'appréhension. Je veux pas faire le féru de foot là qui suit absolument tous les championnats et tous les matchs qu'il puisse y avoir. Je connaissais pas Arne Slot. J'avais pas forcément d'avis le concernant, si ce n'est que le fait que celui qui va passer après Klopp, bonne chance quand même, parce que Klopp a réussi à mettre un certain rythme de travail, une certaine dynamique dans cette équipe depuis des années. Il est imprégné. C'était limite lui la star de l'équipe comparé aux joueurs. Le mec au sourire éclatant, présent dans toutes les publicités en Allemagne, etc., etc. Donc, je me suis dit, c'est quand même une sacrée charge qu'on donne à Arne Slot. Mais force est de constater que tout simplement, le mec, comme il est là, il est en train de faire son taf. Il fait son taf et il le fait plutôt bien. Il y a eu des gros rendez-vous. Je sais pas, désolé Carter, mais je sais pas si United c'est un gros rendez-vous, mais en tout cas, ils ont répondu présent à ce rendez-vous-là. Chelsea qui vient de passer là maintenant, ils répondent présent. Et voilà, là on arrive tout doucement dans la période difficile de la Première Ligue avec le Boxing Day qui va s'enchaîner, Nouvel An aussi, etc. Donc on va voir comment est-ce que la machine va continuer à fonctionner. Surtout qu'il peut se permettre même de mettre au repos des joueurs comme Luis Diaz ou McAllister après une trêve internationale pour quand même bien prester avec son équipe. Donc, on sent qu'il y a les idées qui ont été mises en place par Arne Slot sont suivies par tous les joueurs et notamment par les cadres. Et donc, du coup, c'est de bon augure. Mais de là maintenant, par rapport à la question de Patrick, que si Liverpool est candidat au titre, oui. Mais est-ce que Liverpool va gagner la Champions League ? Je ne pense pas. Mais la Première Ligue, ça se discute. Parce que pour moi, l'élément essentiel de Guardiola avec City, qui est Rodri, n'est plus présent et on le ressent dans les matchs. Donc, du coup, je pense qu'ils vont perdre plus de plumes qu'ils ne le perdaient auparavant et qu'il y a une chance derrière tout ça de prendre quelque chose. Donc, voilà. Ouais, moi je vais d'ailleurs, avant de vous laisser répondre, c'est vrai que le calendrier de Liverpool, les commentateurs en ont beaucoup parlé parce que c'est une folie. Parce que là, donc, ils se déplacent à Leipzig, puis ils se déplacent à Arsenal, ils se déplacent à Brighton en coupe, ils reçoivent Brighton en championnat, ils reçoivent Leverkusen, ils reçoivent Aston Villa, puis à Southampton, là ça va, puis ils reçoivent le Real Madrid, et ils reçoivent Manchester City, ils reçoivent Newcastle. C'est ça le calendrier.
Ah oui, C'est je vrai que pense. son calendrier est chargé, hein. C'est chargé. C'est maintenant qu'on va voir de quoi est fait cette équipe, ce nouveau Liverpool en quelque sorte. Mais voilà, leur avantage, c'est que je pense aussi que bah, t'as Arnold, Van Dijk, Salah, qui sont dans leur dernière année de contrat et qui retrouvent un niveau, on va dire, supérieur à ce qu'ils ont affiché la saison dernière. Mais moi, je pense que les mettre candidats au titre, j'irai pas jusque-là. La saison dernière, je les voyais faire quelque chose et bah, ils se sont écroulés en fin de saison. Et il faut aussi regarder leur effectif. Pour moi, leur effectif est pas assez fourni et assez qualitatif pour aller concurrencer les deux équipes qui ont fini devant eux la saison dernière. City et Arsenal, quand tu regardes leur 11 type et ce qu'ils ont sur le banc, comparé à Liverpool, pour moi, il y a encore un petit écart. Ouais, ben moi je vais rebondir sur ce qu'ils ont dit. Déjà, j'ai pas le souvenir, là, pendant que tu parlais, je réfléchissais, d'un coach qui, dès sa première année, gagne la Première Ligue. J'ai un doute avec Conte, mais je Conte. suis pas sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. J'avais un doute avec Conte, mais j'étais pas sûr. Mais sinon, je pense pas que ça arrivait fréquemment. Et en plus, Conte, il arrive, il avait déjà un statut. Moi, je vais rebondir sur ce qu'il avait dit Arsène. Pareillement, Arne Slot, je n'étais pas familier avec ses idées de jeu. Il y avait des oui-dire, mais je ne connaissais pas le coach, je ne connaissais pas ses idées de jeu, je ne sais pas ce qu'il était capable de faire. Et surtout que, ben, allez, euh, le, le travail qu'il reprenait, le coach en tant que coach de Liverpool, ben, la barre était haute, puisque ce que Klopp avait fait avant, il a eu la barre très très haute. On se rappelle qu'il prend un Liverpool qui est malade, le club va pas très bien. Bien sûr, qui revient après Rodgers, ou qui a fait des miracles avec des équipes qui Ouais, n'étaient pas Roger. forcément, qui étaient pas forcément qualitativement exceptionnelles. Mais quand il revient, Liverpool, ça joue l'Europa League, voilà, c'est compliqué. Il a remis le club au top du top, il a gagné la Première Ligue, ce qui n'a pas été fait depuis des années. Donc voilà, il reprend un club, une équipe, parce que c'est l'équipe qui, qui est au sommet qui est sur le toile du monde, tu vois. Et je me suis dit, bon, le travail qu'il y a à fournir était compliqué, surtout que, allez, dans les dernières semaines, voire vers la fin du mandat de Klopp, tu as des leaders. Donc, je pense à Alisson, je pense à Van Dijk, je pense à Salah, qui sont presque tous sur le départ. Alisson, il revient en pré-saison, il revient sur la pointe des pieds, il n'a pas envie de revenir. On voit qu'il boudait un petit peu. Salah, son transfert en Arabie Saoudite était à ça de se faire. Van Dijk, qui n'arrêtait pas de dire, il a dit 2 ou 3 fois, il était un peu évasif en disant que voilà, Klopp il part, moi je ne sais pas ce qui va se passer, ça dépend du projet, ça dépend du nouveau coach, je ne sais pas si on a toujours la même motivation. Force est de constater que bon, avec ces 3 leaders, quand même, il a repris le train en bon chemin. Ils ont l'air tous d'avoir récupéré leur presque meilleur niveau. Je parlais de Salah, mais Van Dijk aussi, après quelques matchs de la saison dernière, on voit que là, il reprend quand même sa figure de leader de la défense et pourquoi pas de l'équipe. Donc, on dit tout ça quand même, je pense qu'ils ne sont pas candidats au titre, malgré le positif qu'on aperçoit depuis le début de la saison. J'ai l'impression que Arsenal et City, malgré la perte de Rodri, restent un cran au-dessus pour aller jusqu'au bout. On sait que là, ben, c'est les premiers matchs, je pense qu'il n'y a que 10 matchs en Première Ligue, ou aux alentours, il y en a encore 28. Donc, ils sont comptés les Coupes d'Europe, donc j'ai un doute, je ne pense pas qu'ils iront au bout. Ouais. Ouais, ça va être compliqué. Moi, pas grand-chose à rajouter. En plus, Liverpool, c'est une équipe qui, en plus, elle a rien fait hein, sur le mercato. Il y a Chiesa. Hier, en plus, j'ai regardé le banc, je me dis, ouais, mais Chiesa, il est où? J'ai l'impression qu'il n'existe pas. Ils ont fait le joueur préféré de Carter d'une émission pour Prône Euro, où il voulait parler de Mamardashvili, qui va arriver la saison prochaine. Mais pareil, moi perso, j'étais autant vous étiez, on connaît pas. Moi, même si je connaissais pas, j'étais pas très chaud. Arne Slot, peut-être j'ai vu un coach hollandais chaud, je me suis dit, ah, pas encore, c'est bon, on a eu assez, wesh, à Manchester, ça suffit. Mais je n'étais pas hypé plus que ça. Moi, je m'attendais à ce qu'ils prennent un coach peut-être d'une stature un petit peu plus haute ou qui connaissent au moins le championnat. Comme par exemple Dortmund. Après Klopp, c'est Tuchel, tu vois, c'était un coach qui montait en Bundesliga, tout ça. Je me suis dit peut-être ils vont aller faire ça Liverpool. Au final, non. Et pour le moment, ils ont eu raison. Moi, je suis épaté positivement Mais par les t'aurais idées de pris jeu. qui alors? Enfin, Ah, ça, j'ai aucune. enfin, Ça, tu me poses. tu Eddie vois, Hall.
C'est compliqué, tu vois. Ouais. Mais tu vois, le marché aussi des coachs, il est pas simple, hein. Il y a pas... Enfin, quand tu as un club comme Liverpool, avoir un coach à ta stature, est-ce qu'il y en avait vraiment qui étaient disponibles? Moi, je Bah oui, pense quand pas. même. Hein. Il y avait Genre, Pochettino. Oui, 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 tu vas aller prendre Pochettino après ce qu'il a fait à Chelsea, Chelsea, c'est l'éternel spécial. loser. Ah ben aussi, quoi, il n'a pas fait mieux à Tottenham, D'accord. hein. Bah, Bah, attends, il a juste fait une finale des champions. Hein. avec l'équipe qu'il avait, il n'a même pas gagné une Coupe de la Ligue. Waouh, l'équipe qu'il avait, Eric C'est- Dyer. Waouh. mais c'est peut-être le meilleur Tottenham du 21e siècle. Mais c'est grâce à qui que c'est le meilleur Tottenham? Mais t'as Grâce à lui, Harry c'était Kane, qui Harry Kane avant? Hugminson, C'était qui Harry ok, Kane avant, Christian avant Eriksen, Pochettino? tous les joueurs. Mais non, mais avec l'équipe qu'il a eu, il a même choqué un C'est lui qui a fait titre. cette équipe. L'année de Leicester, bah oui, bah, il n'a rien gagné. Il a rien Et gagné. alors, on parle de palmarès Non, ou on parle de coach? mais qu'est-ce qu'on retient à la fin? Bah, moi, je On retient retiens. l'équipe. Tottenham, regarde, t'en Oui, parles, on tu dis que retient. c'était un des meilleurs Tottenham du 21e siècle. Tu le dis toi-même. Bah oui, mais on retient quoi Toi, de tu ce retiens. Tottenham? Ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien gagné. Rien. Il n'y a rien, Ben, tu c'est pas vois, grave. tu Tottenham est m'appelles une équipe de Liverpool. losers. C'est pas sa faute. Et Ben, Mourinho, il a rien gagné. Conte, il a rien gagné avec eux. Personne ne gagne rien avec eux. Mais Guardiola, il va ah pas ouais. gagner avec eux. Ok, mais c'est bien Pochettino qui s'amuse aux États-Unis. Avant lui, les États-Unis, ils n'avaient pas perdu en 5 ans contre le Mexique. Il arrive, boum, il perd contre le Mexique. J'ai rien contre lui, hein, mais je donne juste C'est des faits. bizarre, hein. On dirait vraiment que t'as Non, quelque je donne chose. juste des faits. Je donne juste des faits. Non, mais les coachs, honnêtement, ouais, bah, au final, non, non, j'allais dire un nom de coach, mais je peux pas citer son nom, mais celui qui l'a remplacé à Dortmund a pu le remplacer à Liverpool. Dieu merci, ça s'est pas fait, mais il y avait des Ouais. coachs. Moi, je vois pas. Quand tu regardes même Chelsea, ils vont chercher Eh, Maresca qui est en Championship. le Barça, ils ont été chercher qui? Vous pouvez pas aller Liverpool quand tu dis Ah Klopp, oui, équipe oui, c'est vrai. précise. Ouais, ouais, Il c'est y vrai. avait des coachs. Tu vois, il y avait des coachs. Mais en tout cas, pour revenir à ça, moi je suis surpris agréablement. En plus, c'est ça qu'il y a des joueurs, Luis Diaz, j'ai l'impression qu'il prend une autre dimension. Tu avais quelqu'un qui en parlait, Gravenberch. Moi, j'avais abandonné, hein, franchement, j'avais abandonné le train. Ryan Gravenberch, je me suis dit, bon, un Hollandais, voilà, il va aller à l'Ajax, il va retourner à l'Ajax à 26, 27 ans, et puis on va plus en entendre parler. Il fera 2-3 bons matchs avec des champions, on dira. Mais au final, il a remis en place et ben, c'est un titulaire. Il y a aussi Konaté qui avait perdu sa place sous Klopp, qui là est revenu, qui a repris sa place de titulaire, même si sur le but hier, j'ai pas trop compris sur le but de Jackson, son pied, qu'est-ce qu'il fout, pourquoi il le couvre comme ça. Et aussi, je trouve que Arnold, défensivement, je trouve que bah, il s'améliore avec Slot par rapport à Klopp, où bah, il était là vraiment pour son rôle offensif. Mais hier, Sancho, beaucoup de dribbles, en tout cas de tentatives, mais il n'a pas passé beaucoup de fois. Bah, Sancho, ouais, en fait, c'est un joueur à courant alternatif. Il peut, lorsqu'il se sent bon dans un match, enfin, je pense dans sa tête et dans ses jambes, quand tout va bien, il peut faire vraiment des différences. Mais sinon, c'est le prototype de joueur qui va fixer, qui va fixer, qui va fixer, et puis après, hop, il va revenir vers l'arrière. Et beaucoup de dribbles un petit peu dans le vent. Mais bon, après, est-ce qu'on peut mettre ça au crédit du fait qu'il va s'adapter parce que c'est un nouveau club pour lui, Chelsea, changement, après la période noire qu'il a connue à United, il revient en Angleterre, la cure de jouvence lui fait peut-être du bien du côté de Dortmund, mais maintenant, est-ce qu'il ne va pas retomber encore dans son marasme? On ne sait pas. Pour moi, c'est un joueur qui n'est pas fiable sur du long terme parce qu'il va toujours te faire des prestations différentes à chaque match. Et personnellement, moi, c'est pas un joueur sur lequel je compte. Et j'ai trouvé beaucoup plus l'entrée, par exemple, de Pedro Neto, beaucoup plus incisive et beaucoup plus dynamique que ce que Sancho a apporté, quoi. Sur ce match, hein, sur ce match. Ouais, non, non, ça, je ne vais pas te contredire. Et peut-être justement la force de Chelsea, quand même, c'est qu'eux, ils auront la possibilité, avec quand même les 1 milliard dépensés sur 2 ans et les 43 ailiers, que même si Sancho, à un moment, il est sur courant alternatif, que c'est pas grave, t'as Pedro Neto pour le remplacer, ou tu mets Palmer sur un côté. Ils auront du matos. Bon, j'irai pas jusqu'à Mudryk. Bon, là, on a quand même lâché le train parce que non, c'est pas possible, mais il y a du matos. En plus, c'est vrai, hein, ils ont tellement de matos parce qu'il y a encore 2 gros jeunes joueurs sud-américains qui doivent encore arriver, Kendry Páez, l'équatorien, et Messinho Estevao, qui doit également arriver. Donc, bon, c'est peut-être pas forcément leur poste, mais il y a de quoi faire, en tout cas, pour bricoler, pour essayer de trouver une solution et pallier à la titularisation de Sancho. Et surtout, il y a Christopher Nkunku, faut pas l'oublier. Il est Ouais, rentré hier. j'allais le dire C'est- en plus.
Ouais. Après, lui, je trouve il est meilleur dans un dispositif où il a un attaquant en soutien avec lui. Mais franchement, c'est un top joueur. C'est vraiment dommage il a passé toute la saison dernière blessé. Mais il faut surtout pas l'oublier et pas le sous-estimer. Ouais, c'est sûr, hein. C'est vraiment sûr. Donc, ben voilà, on arrive à la fin sur Liverpool, candidat au titre. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à Liverpool non. Bah, par rapport à Liverpool, non, hein. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être au niveau du gardien, Ouais. Alisson, c'est justement peut-être aussi une des raisons que Liverpool pourrait ne pas être champion. Moi, j'ai dit qu'il pourrait être candidat, mais peut-être pas champion forcément. Mais avoir un gardien fort et fiable jusqu'à la fin de la saison, ça peut vraiment être de bon augure. On a vu comment certains gardiens, bah, le plus grand gardien du monde actuellement, le plus fort, c'est Courtois. On voit à quel point il est efficace et c'est le genre de gardien qui fait gagner des matchs. Donc, moi, je pense pas que le gardien remplaçant d'Alisson puisse être the guy, comme on peut dire. Ouais, ouais. C'est sûr. On va passer maintenant aux arrêts de jeu. Donc pour terminer, et ben, je vais vous laisser un petit peu dire quel sujet dont vous avez envie de parler qu'on n'aurait pas abordé. Je vais commencer ben, par toi, Carter. Je vais commencer par Kako. Toi, c'était quel sujet que tu avais envie d'aborder? Ah, j'avais pas compris que c'était vraiment. Mais moi, non, désolé. Moi, je voulais aborder un peu la Serie A et le Naples de Conte. Voilà, cette année, je trouve que la Serie A, elle va être très intéressante parce que on a 4 équipes qui peuvent prétendre au titre, selon moi. On a l'AC Milan, la Juventus, l'Inter et Naples. Et l'avantage du Napoli de Conte, c'est que il joue pas de compétition européenne et un Conte qui joue une fois par semaine, on sait que ça peut faire très mal. Et on voit là, ils sont en tête de la Serie A après 8 journées. Et on verra comment le favori pour le titre, c'est l'Inter de reconduire son titre. On va voir comment ces équipes-là vont réagir parce qu'on voit même la Juventus avec Thiago Motta, c'est intéressant. Bon, ils ont gagné ce week-end contre la Lazio, mais pour avoir regardé le match, c'était poussif, ils marquent sur un autogol. Mais voilà, les 3 points sont là. Le Milan est pas loin derrière. Ça va être une belle course et ça va être un championnat à suivre. Ouais, ouais, pour réagir, mais c'est une folie, hein, Milan. J'ai l'impression qu'ils font un début de saison cata, qu'ils ont passé je sais pas combien de matchs sans gagner. Et au final, ils sont quatrième à juste 5 points du Napoli. Je sais pas comment c'est possible. Alors que le Napoli a un bon rythme, hein, quand même. Ouais, mais j'étais du même avec toi avant de voir le derby et ce que Fonseca il a proposé, enfin l'adaptation qu'il a proposée au système de l'Inter, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Et s'il est capable de reproduire ça dans les gros matchs, ça va être une équipe intéressante. Mais bon, euh, un championnat, c'est pas que contre les grosses équipes, contre les petites équipes, c'est là aussi où il va falloir aller chercher des points. À voir, tu auras besoin d'avoir un Leao régulier. Là, pour le moment, tu as un Pulisic voilà, qui apporte de bonnes choses. Il faut un Théo, surtout comme Arsène a pu le dire plus tôt, il faut un gardien fiable. On espère pour eux que Mike Maignan ne va pas se blesser parce que voilà, c'est peut-être le leader de cette équipe. Ouais, ouais. En tout cas, en plus, je vois aussi la Juve encaisser un but en 8 matchs. C'est waouh. Je- C'est vraiment. Et encore, c'était récemment, en plus, qu'ils ont encaissé. Malheureusement pour eux, ils ont perdu Bremer Ouais. jusqu'à la fin de la saison. Mais voilà, dans le dernier match contre la Lazio, moi j'ai vraiment été impressionné par les performances de Pierre Kaloulou. Je comprends pas en fait comment le Milan a pu le prêter comme ça à la Juventus. Là, il joue en charnière centrale, que j'ai trouvé super fort. D'ailleurs, c'est lui qui provoque l'exclusion de Romagnoli en début de match. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un, Carter ou Arsène, qui veut réagir par rapport à Conte ou on passe au suivant? Bah, Conte, non, moi, oui, je trouve que il apporte quelque chose de bien à ce Napoli, parce que la saison dernière, franchement, c'était catastrophique de ce qu'on a vu de Naples.
On s'était habitué à voir Naples jouer les premiers rôles et l'année passée, ils se sont complètement effondrés. Et je pense que, oui, non, il apporte vraiment quelque chose. Comme à son habitude, lui, en général, lorsqu'il arrive dans les premières saisons, c'est vraiment un camp militaire et c'est un camp de redressement, même, j'ai envie de dire, et tout le monde se remet à niveau et ça se passe plutôt bien. Et en plus de ça, je suis content parce que Romelu, ben, il score. Et Kvara, ben, il a marqué ce penalty. Je pense que c'est lui qui a marqué. Hein, ouais. Bah, il revit également, un petit peu moins que lorsqu'on l'a connu il y a 2-3 saisons, mais on sent que lui aussi, il reprend un petit peu de vie et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça va un petit peu concurrencer ce championnat où, sincèrement, mis à part l'Inter, je vois, et le début de saison du Milan qui était catastrophique sous Fonseca, je ne voyais pas comment est-ce que ce titre, ce Scudetto aurait pu échapper à l'Inter, mais on voit que le Napoli se réveille et que Conte a décidé de mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Donc, c'est tant mieux pour le spectacle et pour le football. Moi, sur Kvara, moi, je trouve plutôt que, justement, la saison dernière, c'était un des seuls qui affichait un niveau, on va dire, relativement décent comparé à ses coéquipiers. Et moi, je trouve que que ce soit la saison du titre, la saison dernière qui était un peu moins bien, ou cette saison, bah, pour moi, c'est le meilleur ailier de Serie A. Et c'est un bijou, c'est un joueur doté d'une intelligence supérieure à la moyenne. Et voilà, ça va être un. Si je peux me permettre la comparaison, ce sera son Eden Hazard, comme il avait pu avoir à Chelsea quand il a gagné le titre. Ouais, c'est vrai qu'en plus, quand il Je dis arrive, pas en termes de niveau. c'est vrai qu'en plus, quand il arrive, les premiers matchs, ben, je pense qu'il perd les deux premiers matchs de Serie A contre des équipes qui étaient relativement faibles. Et j'ai oublié les adversaires. Et il y avait une certaine inquiétude qui commençait à s'installer du côté de Naples. Et il avait dit avec l'effectif que j'ai, vous n'attendez pas des miracles. Euh, il avait dit, je me rappelle, ben, quand on le connaît, ben, il est sans langue de bois. Un peu comme il Je avait dirais qu'il fait. allait démissionner, moi, ouais, je Ouais, dirais. ben, c'est ça. Les premières semaines, tu vois qu'il y a une tension un peu ambiante. Il arrive à ramener son petit chouchou Lukaku dans les dernières semaines du mercato. Euh, voilà, moi, le seul point négatif que j'ai, c'est on va être un peu chauvin, c'est que j'ai l'impression que notre Cyril ne jouera pas beaucoup. Il n'aura pas trop de temps de jeu. Donc, c'est le seul point négatif que j'ai, mais voilà, ça n'ampute pas à compter. Après, c'est l'habitude de Conte. Hein. Quand il a un 11, s'il a son 11, si t'es pas dedans, c'est difficile de rentrer dedans. Hein. Enfin, partout où il est passé, on a pu le voir. Et là où on peut avoir des doutes, c'est sur est-ce que les joueurs physiquement, ils vont pouvoir tenir toute la saison sous le rythme qu'il impose. Parce que toutes ces équipes en fin de saison, elles finissent cramées. Mais après, est-ce que Naples joue une autre compétition que la Serie A? Non, justement, c'est leur avantage par rapport Voilà. aux autres équipes. Ouais. Donc moi, personnellement, je pense qu'en termes de conditions physiques, ils pourront certainement tenir le coup jusqu'à la fin de la saison, étant donné qu'ils n'ont que ça et la Coppa Italia, je crois. Donc, bon, je pense. Hein. Après, c'est vrai que sous Conte, parfois, ça peut être vraiment très difficile de suivre le rythme, mais je pense que normalement, ça devrait être bon pour eux, pour jouer les premiers rôles. Ouais. En tout cas, la surprise quand même, pour terminer sur Conte, c'est qu'il n'a pas encore mis sa défense à 3 en fait. Là, il joue avec une défense à 4, c'est ça? Bah, lui-même, il a compris. Il a compris, c'est fini. Il peut appeler Inzaghi et lui dire, on dit pas Non, mais c'est simplement qu'il n'a pas les deux pistons qu'il lui faut. Moses, il a la retraite. Enfin, il est en championship, mais Moses, il ne peut plus jouer au foot. Donc, il ne peut pas le rappeler parce que c'est un joueur qui l'a suivi partout. Ashley Young, il n'a pas pu le rappeler non plus. Donc, voilà, c'est qu'il n'a juste pas les joueurs qu'il lui faut pour jouer piston. Sinon, croyez-moi bien que s'il avait les pistons, je pense qu'il resterait en 3-5-2. Le Tadi Lorenzo. Ouais, et à gauche. Ouais. Il y a aussi l'autre qui était à la Roma, là. Comment il s'appelle? Ah, mais non, mais lui, il est droitier. Après, c'est vrai qu'il joue souvent sous le côté d'eau. Mais Spinazzola. Ouais. Ah oui, Spinazzola. Ok. Ouais, bah, non, mais je pense, si je me souviens bien, il avait essayé en début de saison, mais il a changé. Ouais. J'ai l'impression, il a fait l'envers de ce qu'il fait d'habitude. Il commence à 4 et il montre, vous voyez, ça marche pas. Là, il a commencé à 3, ça marchait pas, donc il a dit bon. En même temps, quand tu as un ailier comme Kvara, un joueur comme McTominay aussi, on n'a pas parlé. Voilà. Avant de passer à le GOAT McTominay respecté, là, il a son duo écossais Billy
Attends, je sais jamais, là, je suis vraiment. Gilmour, ouais, c'est Gilmour. Je sais jamais si c'est Gilmour ou Gilmour. Moi, Non, c'est Gilmour, ouais. Gilmour, Scott McTominay. Donc, avant de passer à Arsène, n'oubliez pas, hein, pour ceux qui regardent, de poser votre like sur la vidéo, de donner votre avis. Et maintenant, on va passer à Arsène. Toi, tu voulais nous parler de quoi? Au départ, je voulais parler de Marseille parce que la prestation de Marseille à Montpellier était quand même incroyable. Ils ont maîtrisé leur adversaire de bout en bout et ils ont même fait en sorte que l'entraîneur puisse être limogé 2 minutes après ou 5 minutes après la fin de la rencontre. Je me suis dit, bon, il y a quand même un gros match qui arrive cette semaine entre le Bayern et le Barça. Du gros spectacle. Les deux équipes sont en super forme. Le Bayern a marqué 4 buts ce week-end face à Stuttgart. Le Barça a marqué 5 buts ce week-end face à Séville. Et je me dis que pour un petit peu voilà, se réjouir un petit de ce qui se passe actuellement dans le football, surtout qu'on n'a plus vraiment l'occasion de se réjouir des gros matchs en se disant que, ah tiens, ce match-là, il me tient en haleine et j'ai vraiment envie de le voir parce que je sais qu'il va y avoir du spectacle, qu'on soit pro-Barça, pro-Bayern ou voilà, tout simplement supporter de football. Je pense que c'est un match vraiment que tout le monde attend et que tout le monde aimerait voir. Et ça promet parce que les deux équipes jouent au football, marquent beaucoup de buts. Et en plus de cela, bah, c'est la première rencontre, grosse rencontre en Champions League pour Hansi Flick avec le Barça. Hansi Flick qui retrouve le Bayern. Vincent Kompany, notre diable, fait face à son premier gros challenge européen, face à une terrible équipe. Donc, moi, en tout cas, ça me met l'eau à la bouche. Et surtout que je suis supporter du Barça, donc j'attends que ce match. Et j'espère que ça tournera en notre faveur, mais j'espère avant tout que ça sera un très beau match de foot et que l'arbitre qui va gérer les 22 acteurs, c'est l'arbitre qu'on avait connu le Barça avait connu face à l'Inter, avec le fameux mème de Simone Inzaghi qui se retourne par rapport aux erreurs qu'il avait fait et commises à Giuseppe Meazza. Mais bon, j'espère que tout est aplati. Au moins, je l'ai dit, il ne va pas nous écouter, mais au moins, toutes les personnes qui vont nous écouter savent qu'il y a un arbitre. Bon, voilà. Il sera pro. T'as parlé du match, il y a quelqu'un qui l'a souri ici, il y a quelqu'un qui était heureux. Des bons souvenirs, hein. Des bons souvenirs. C'est sûr. En tout cas, ouais, moi aussi, pour revenir sur ça, franchement, je suis hype par le match de Zinzin. Moi, je pense, honnêtement, c'est les deux meilleures équipes cette saison en termes de qualité de jeu, de jeu proposé, de football. Les deux, c'est vraiment mon football, surtout Hansi Flick. Moi, au Bayern, waouh, franchement, c'est. Je pense que mon idéal footballistique, c'est ce qu'Hansi Flick il propose. Genre gros pressing, on va jouer à 50 mètres de nos buts, on s'en fout, on va jouer le hors-jeu, peu importe l'adversaire. D'ailleurs, j'ai toujours regretté qu'on n'ait pas eu un City Bayern à l'époque, parce que City a décidé de sauter contre Lyon en 2020, puis il y a le Bayern qui a décidé de sauter contre le PSG la saison suivante. Vraiment, qu'il n'y ait pas eu ce match, c'est un regret de ma vie. Mais franchement, Hansi Flick compagnie, j'espère que vous allez nous régaler. En plus, les individualités, Pedri, Moussiala, j'espère qu'il sera de retour. Olise, wow. En plus, c'est vrai, hein, tu soulignes l'effectif. Là, en plein mois d'octobre, Hansi Flick, il a limite eu un mercato estival, là, parce qu'il a récupéré, bon, De Jong, c'était déjà le cas, mais De Jong, Gavi, Fermin, et c'est tout, je crois. Mais ce sont déjà de gros renforts. Alors Tu peux dire Chesney aussi, en vérité. Bah oui, forcément, parce que moi, Peña, c'est une catastrophe. Il fait peine à voir, désolé pour le jeu de mots, mais c'est vraiment horrible. Mais avoir un tel renfort, après avoir déjà montré tout ce qu'il a montré avec son équipe, avec des Casado, hyper Bernal, mais c'est pas grave, Casado qui se fait remarquer. Il fait jouer parfois Eric Garcia. Bon, Eric Garcia, c'était pas le top du top, mais il arrive à leur rentrer dans la dynamique. Je vois un Inigo Martinez vraiment que j'ai jamais, franchement, au Barça, j'imaginais pas qu'il pourrait avoir un tel niveau. Après, moi, j'ai toujours aimé ce défenseur, même quand il était à Bilbao, parce que je trouvais que c'était un défenseur assez rugueux, assez dur sur l'homme et qui était bon, mais lorsqu'il est arrivé au Barça, il était arrivé sous le coup des blessures et il s'imposait pas comme il devait s'imposer. Donc voilà, en fait, c'est un mélange de tout ça qui fait qu'on va assister à un match incroyable. Et voilà, on ne va même pas citer Lewandowski qui a le double du but du deuxième meilleur buteur au championnat et Lamine Yamal, bon, et Rafinha. Enfin, bref, c'est un choc, c'est un gros choc et
Et sincèrement, j'attends que du spectacle que de ce match. Non, c'est sûr. C'est Franz Flick, vraiment. Magicien, est-ce que Carter, dernier appel, est-ce que là, il y a un truc que tu as envie de parler ou... Ouais, bah, écoutez, moi, je suis un peu le mauvais élève du jour parce que j'ai pas rendu mes fiches à l'heure. Mais il y a quelque chose qui m'est venu là en tête. C'est vrai que j'aimerais parler moi, c'est d'un joueur particulier qui fait un début de saison. Je vais pas dire qu'il passe sous les radars parce que je vois que récemment on en parle. C'est C'est pas Omar Martial, quand Marmouche. même. Non, non, non. C'est Omar Marmouche du côté de l'Eintracht Francfort. C'est un joueur qui réalise un début de saison fantastique, hein, aux côtés de super attaquants en, en Bundesliga que je nomme Guirassy et Kane. Bon, plutôt Kane et Guirassy, hein, pendant ce temps-là, pour respecter les statuts. Mais voilà, je voulais un petit peu en parler, puisque ce qu'il réalise, c'est au-delà du niveau statistique, c'est allez, au niveau visuel, son duo avec Ekitike qui est beau à avoir joué, qui est efficace et surtout qui maintient l'Eintracht Francfort à un certain niveau, sa cadence en Bundesliga. Donc, je voulais un petit peu en parler. Moi, c'est un joueur que j'ai découvert que la saison dernière, je ne le connaissais pas avant. J'ai même découvert pendant la CAN, pour être honnête. J'ai découvert pendant la CAN où il a réalisé une super phase de poule. Après, Dieu merci, il est suspendu ou il se blesse au troisième match, donc il ne joue pas les huitièmes de finale contre le Congo. Je me rappelle de son visage déconfit dans les gradins. Mais c'est un super joueur. Je sais pas, je connais pas très très bien son parcours. Je sais pas où est-ce qu'il est formé, d'où est-ce qu'il vient. Comme j'ai dit, j'ai découvert la saison dernière, mais en tout cas, saison, il explose et je vois beaucoup de médias en parler, mais à juste titre, parce que ce qu'il fait, c'est solide. Donc voilà, j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu. C'est mon côté un peu panafricaniste. Je voulais souligner son début de saison fantastique. Vraiment gros début de saison. Moi, j'avais envie de parler, évidemment, si Kako parle de Conte, il faut parler de son meilleur ami, Thomas Tuchel, qui est maintenant, qui a été donc mis comme sélectionneur des Three Lions, donc la semaine passée. Alors moi, tout le monde le sait, je suis le plus gros hater sur cette planète de Thomas Tuchel. Et je sais pas trop comment me mettre, parce qu'en même temps, moi, le coach, depuis quelques années, je le vomis, honnêtement. J'apprécie chaque échec, chaque licenciement. Je suis heureux. Mais moi, je sais même pas. Je pense que la hate, elle a commencé avec le PSG. Je me souviens. Premier match, hein, j'ai pas attendu. Premier match, Ligue des Champions, Liverpool, ils se font laver. Mais ils arrivent à perdre juste 2-3. Enfin, 3-2 à Liverpool Anfield, avec célébration de Firmino qui se cache l'œil. Et là, il vient en truc de presse où il dit on a vraiment joué un bon match, ça c'est joué à rien et tout. Je me suis dit, mais ce mec, il est fou. Genre là, il vient de se faire laver, il a mis 2 buts, on ne sait pas comment. Du coup, j'ai décidé de le détester. Mais pour être un petit peu plus sérieux, je pense que c'est un bon choix pour l'Angleterre, dans le sens où voilà, Southgate, même si moi, j'étais pas du côté des haters de Southgate, honnêtement. Je pense qu'on était très, très dur avec lui. Parce qu'en tout cas, en termes de résultats, certes, ok, Kako, il gagne pas de trophée, pas de palmarès, mais quand même, le mec fait 2 finales d'Euro consécutives. Coupe du Monde, moi, je suis encore, pour moi, dans ma tête, en termes de jeu à la Coupe du Monde, je mets pas beaucoup d'équipes au-dessus, honnêtement. Quand tu vois le match face au Sénégal, franchement. Laquelle, la 2022? Ouais, 2022, pas 2018. 2022, honnêtement. Contre la France, qu'ils font, pour moi, normalement, si Harry Kane ne les trahit pas, ils doivent passer contre la France. Pour moi, c'était une équipe bien meilleure que la France. Et je pense pas qu'ils auraient fait les 60 premières minutes que la France a fait en finale. Mais il y avait besoin d'un changement à un moment donné. Parce que je pense qu'il y avait un truc de. Ouais, voilà, à un moment, tu rates de finale, il faut changer. Thomas Tuchel, je pense qu'en sélection, avec plus de temps, où il ne doit pas chaque semaine, voilà, un petit peu, je sais pas ce qu'il fait chaque semaine, mais il faisait des trucs bizarres au Bayern. Là, avec du temps, et je pense à un coach de coupe, parce que moi, je me souviens, son premier match avec le Bayern en Ligue des Champions face à City, où ils prennent 3-0. Je me souviens que pour moi, c'était vraiment dur. Parce que je trouve que tactiquement, il avait préparé le match pour vraiment faire chez City. Face à Zidane, on sait, quand il jouait contre le Real, il arrivait très souvent à embêter le Real tactiquement. Je trouve qu'en tout cas, tactiquement, c'est un coach qui a vraiment des idées de jeu. Et je me dis qu'en sélection, avec d'autres sélectionneurs, bon, s'il doit rencontrer des Domenico Tedesco, des Didier Deschamps, tu vois, il peut voilà, montrer qu'il est au-dessus. Comme on l'a vu avec Conte quand il était en sélection, même avec des joueurs moindres. Et là, à Tourelle, il n'aura pas des joueurs moindres. Je pense que ça peut être un bon choix. Alors, est-ce qu'il va être champion du monde? Je pense que c'est les favoris numéro 1 quand tu vois l'alliage joueur, la forme et le sélectionneur. Mais voilà, ce que j'avais à dire sur Tourelle.
Ouais, moi, si je peux réagir rapidement sur sa nomination en tant que coach des Three Lions, c'est que moi, je suis un peu conservateur. Bon, on a le cas ici en Belgique, mais j'ai toujours eu du mal avec les sélectionneurs qui sont pas de la nationalité du pays qu'ils entraînent. Ça, c'est mon côté un peu conservateur. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu titillé. Mais après, comme tu as dit, je pense que surtout que le coach qu'ils avaient, j'ai oublié son prénom, c'était Lee Carlisle. Lee Carson, je pense. Carson, Ligue. ouais. Carson, ouais. Ben, à part les deux premiers matchs qu'il a eu, les matchs qui sont passés après, c'était pas top top. Donc il y avait une urgence un petit peu pour trouver un nouveau sélectionneur. Sur le marché, c'était peut-être le meilleur qui restait. Donc, surtout qu'il connaît un peu la part des joueurs anglais, puisqu'il les a affrontés pendant des longues saisons, enfin, pendant 2 ou 3 saisons à Chelsea. Donc, Il a eu ouais. Kane aussi. Donc, ouais. Et Bellingham, il a pas eu à Dortmund? Non. Non. Je Donc, pense ouais. que le seul qu'il y avait sur le marché que moi j'aurais bien aussi vu en tant que sélectionneur et qu'on lui redonne un petit peu sa chance, c'était Graham Potter. Parce que là, il a quand même disparu totalement. Et pour moi, c'est un coach bâtisseur. On l'a vu à Brighton, c'est un coach bâtisseur. Et Chelsea, je pense, c'était vraiment un bourbier, quoi. Il arrivait en cours de saison, c'était vraiment n'importe quoi. Et au final, par exemple, je me souviens de son match face à Dortmund, quand Chelsea, ils vont gagner. Ils vont gagner à Dortmund. Non, ils perdent à Dortmund. Puis ils gagnent à Stamford Bridge. Dans le jeu, tu voyais, il y avait quand même des choses. Tu vois qu'ils avaient préparé des choses, mais que juste sur le long de la saison, avec tout l'imbroglio sur les joueurs, la direction, tout ça, ça pouvait pas tenir. Est-ce que vous avez quelque chose encore à rajouter? Bah ouais, enfin, sur la nomination de Tourelle, ouais, c'est une bonne nouvelle pour l'Angleterre parce que de toute façon, je pense pas qu'ils auraient pu faire pire que Lee Carson, hein. Avec l'effectif qu'ils ont, en plus un entraîneur qui ne chantait pas l'hymne national, alors que vous allez me reprendre avec Roberto Martinez, mais sauf que Roberto Martinez, il chante l'hymne national portugais. Et il parle portugais en plus. Bon, c'est pour dire à quel point il nous a un petit peu roulé, notre ami Bobby. Mais oui, non, c'est pour dire que c'est un bon choix. C'est un bon choix pour l'Angleterre. Je suis d'accord avec toi, Patrick, et surtout avec l'effectif qu'il a. Et c'est quelqu'un qui a toujours aimé l'Angleterre, qui a toujours rêvé, même, je pense, d'être en première ligue et avoir cet état d'esprit-là. Et donc, je pense qu'il s'y plaira. Il a des joueurs de qualité. C'est l'un des meilleurs effectifs au monde, avec la France et l'Argentine. L'Argentine, c'est plus le fait d'avoir un collectif, mais il a toutes les armes en tout cas pour faire quelque chose. Maintenant, à voir comment est-ce que lui va résister à ces tentations, hein. On sait qu'à un moment donné, surtout avec certains joueurs, ça clash tout le temps. Mais je ne pense pas qu'il y a des gros joueurs de caractère dans cette équipe qui iront un petit peu à l'encontre du coach. Donc, ça pourrait prendre une bonne forme et bon, j'espère pour lui en tout cas que ça va fonctionner. Et voilà. Après, moi, je serais pas déçu s'il y a un échec total et il sort. Ouais, voilà. Ça. Bah, après, moi, je suis pas un hater de Tuchel, donc on soit bon vent à lui. La vie Moi, est je quand suis même pas un hater non plus, mais je suis un peu plus perplexe parce que ça reste quand même du football de sélection, c'est différent du football de club. Et là, Tuchel, en l'occurrence, comme vous l'avez dit, c'est peut-être l'un des meilleurs effectifs au monde. Et il va avoir la pression du résultat immédiat. Quand ton prédécesseur, il a fait 2 finales d'Euro, il fait demi-finale de Coupe du Monde. À voir s'il va réussir à s'adapter à cette dynamique différente qu'est le football de sélection où tu vois moins les joueurs, tu as moins le temps de travailler certains aspects du jeu. À voir. Au moins, ils auront moins le temps de le détester. Hein. Bon, Kane, il n'a pas l'air de le détester, hein, apparemment sur Twitter. Ouais, c'est un menteur. C'est sa pire saison dans le jeu que j'ai vu toute ma vie. Mais bon, je sais pas ce qu'il faut au numéro 9. Il faudra un jour en parler de Tourelle et le numéro 9, Cavani, Icardi, Lukaku. Et Harry a certes marqué, mais dans le jeu, l'année passée, nul. Bon. Dans mon livre, il a tué la carrière de Mauro Icardi. Ouais, bon, je pense qu'il a bien fait tout seul. Hein. Il n'avait pas vraiment besoin d'aide. Hein. Ah ouais, il a quand même cherché aussi, Mauro. Ah, c'est un sujet sensible.
Donc voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. Déjà, merci les gars. Voilà, quand même, on sait que c'est rare qu'on ait 4 pour une émission. En plus, c'était pas un week-end foot de dingue, mais merci à vous d'avoir été là pour toutes vos interventions. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Franchement, c'était chouette. C'était chouette. De bons avis. Surtout le premier débat, ça a lancé un petit peu l'ambiance de ce Let Me Talk. Mais merci pour l'invitation et merci les gars. Merci à toi. Je t'ai quand même prévenu ce matin. Donc vraiment, merci à toi. Non. Si j'ai la possibilité et qu'on puisse tourner, il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir même. Ouais, merci. Merci à toi, Arsène. Tu es un peu l'invité du jour, donc merci d'avoir répondu présent et d'avoir répondu sur tes avis qualitatifs. Et voilà, merci surtout à ceux qui nous écoutent. On n'a pas ce l'habitude de le dire, merci à ceux qui nous écoutent. Et si vous avez la possibilité de partager, de booster un petit peu Let Me Talk sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir pour nous de participer. Donc, c'est aussi un plaisir pour vous de nous écouter. Ouais, merci à vous les gars. Moi j'ai passé un très bon moment, encore une fois. Et ravi de découvrir de nouvelles têtes, d'avoir de nouveaux avis. Franchement, c'était très intéressant. J'espère que nos auditeurs aussi ils passeront un bon moment en nous écoutant. Et à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Donc, semaine prochaine, déjà, Carter, Kako, vous êtes là. En plus, c'est un gros week-end. La semaine prochaine, t'as le Classico, t'as le Classique, t'as Liverpool-Arsenal, t'as le Ballon d'Or aussi, qui sera en même temps que l'émission. Ça va être chaud. Ouais, franchement, il va falloir... Semaine prochaine, il y a le Classique qui joue en même temps que le Classico, je crois. Non, Classico, c'est samedi et Classique, c'est dimanche. Donc, on peut voir les deux. Et y a pas il y a Grand Prix du Mexique. Il n'y a pas Interview Milan-U aussi frère, le week-end, il va être chargé. Ah ouais, week-end prochain. Il y a Interview à 18h dimanche. Interview, ouais. Ouais, je vais pas le regarder. Alors que... Non, mais les gens, vous aimez trop cracher sur la Serie A, mais ça va être un match très intéressant. Le football, j'ai juré que je préfère regarder le Classique que Interview. J'ai vu Juve-Naples. Le Juve-Naples, je l'ai vu. C'est le pire match que j'ai vu. Patrick, mais pourtant, quand tu regardes l'Inter en Ligue des Champions, tu es là à t'émerveiller sur Twitter sur le football d'Inzaghi. Là, je te propose un match de haute qualité, tu veux pas. Ouais. T'as même en Belgique, bon, on n'en parlera pas, mais il y aura Club de Bruges Anderlecht, t'as Gang. Gros week-end. C'est un week-end pour pas sortir. Ça. Devant son écran. Ouais. Donc sur ce, merci à tous. On vous laisse. N'oubliez pas que c'est en podcast, de liker. Ciao. Salut. Au revoir. Salut.